Bonjour. Alors, aujourd'hui, je viens aborder la deuxième grande catégorie des types de traumatismes qui peuvent définir notre vie à l'âge adulte. C'est celle, après les traumas d'enfance, c'est la catégorie des traumas intra-utérins. Donc, c'est tout ce qui s'est passé, qui a pu se passer à nous ou à notre mère pendant la grossesse, depuis le jour de la conception jusqu'à la naissance. Donc, comme on forme un seul ensemble énergétique en quelque sorte avec notre mère pendant cette période-là, parfois ce sont des choses que nous on a ressenties en tant qu'enfants qui nous ont traumatisés, mais parfois c'est ce que la mère a ressenti aussi qui a pu nous traumatiser, comme si on faisait un seul ensemble avec elle-même, donc comme si c'était notre propre traumatisme. Et donc je vais vous donner quelques exemples ici. Donc le premier, c'est le mien. C'est un exemple que j'ai retrouvé il y a à peu près un peu moins d'un an. C'est une copine thérapeute qui s'est rendue compte que j'avais tendance à retenir ma respiration à plein, donc les poumons pleins, un peu comme si j'allais sauter dans l'eau, à chaque fois que j'étais stressée. Et en fait, quand elle m'a mis le doigt sur cette problématique-là, j'ai eu comme une image, parce que je suis de plus en plus connectée à mes ressentis, comme si c'était moi qui flottais, un peu comme si j'étais dans l'eau, mais sans chercher à retenir ou à reprendre ma respiration. Et c'est vrai que ça m'avait fait penser à un liquide amniotique. Mais bon, à ce moment-là, j'en savais pas plus. Mais comme par hasard, je devais voir ma mère, je crois, le lendemain. Et entre-temps, je réfléchis un petit peu, j'avais eu un autre signe qui avait un lien potentiel avec une histoire de noyade. Et je me rappelle une histoire de sa jeunesse que je lui demande de me réexpliquer parce que moi je l'avais entendue sur le ton de la rigolade et c'était une histoire de beuverie qui avait mal tourné en quelque sorte où ses amis, je ne sais plus, 3 ou 4 hommes avaient trouvé ça drôle d'aller la jeter dans un abreuvoir à vaches euh, pendant un rallye vélo à la campagne. Et donc moi, je lui demande de réexpliquer, et je me rends compte qu'en fait, à la façon dont elle me l'explique, que c'était pas drôle du tout et qu'elle a été complètement traumatisée. Et ils ont dû la maintenir probablement sous l'eau un minimum parce elle en est ressortie avec des bleus, elle s'était défendue, et puis ils sont allés chez un voisin tout près parce qu'elle était en état de choc. Et pendant ce temps-là, voilà, ça avait fait rire mon père. Donc globalement, l'histoire, elle nous était parvenue jusqu'à nos âges comme quelque chose de drôle. Mais je me rends compte que du coup ma mère était traumatisée. Et puis je me dis, tiens, pendant quelques secondes, je me dis, tiens, peut-être que j'en ai hérité plutôt sous l'angle des traumas transgénérationnels. Et puis là, au même moment, ils se rappellent de la même chose, mon père et ma mère, et mon père me dit, maman, mais ta mère, elle était justement enceinte de toi à ce moment-là. Et donc là, je me dis, ah ben ok, tout de suite c'est plus évident, je sentais qu'il y avait, bah, voilà, il y avait un lien avec moi. Et donc, la façon dont j'ai déroulé l'histoire et dont je me suis rendu compte des liens de cause à effet, c'est que moi, à l'âge adulte, j'avais tendance à bloquer ma respiration à plein quand je me sentais submergée, au sens figuré. Donc il y a le lien avec l'eau, mais moi, en fait, j'avais tendance à le faire à chaque fois que je me sentais surmenée quelque part. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais, au fil du temps, mis en place en fait, je me rendais pas compte que j'avais mis en place cette stratégie-là. C'était à chaque fois, je retenais, effectivement, je bloquais complètement ma respiration quand j'étais trop stressée, que ce soit en pleine journée au travail, n'importe quand. Mais là où c'est important, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'ai quand même fait un assez long burn-out. Et le fait de dire je retiens ma respiration quand je suis submergée fait que je ne le faisais pas qu'en journée, je le faisais aussi la nuit. Et donc je ne m'étais pas rendu compte que j'avais développé des petites apnées du sommeil, pas assez importantes que pour être remarquées, il n'y avait pas de ronflement, de signes vraiment importants. Mais donc comme j'avais déjà le burn-out qui m'avait épuisé en journée, moi j'ai quelque part eu un effet boule de neige qui a complètement empiré mon état de fatigue, mes nuits n'étaient plus reposantes parce que voilà, j'avais la fatigue qui entraînait de la fatigue en journée du travail, les mauvaises nuits et ainsi de suite. Et donc j'ai mis comme ça longtemps à me sortir du burn-out parce que j'ai mis longtemps en fait à empirer ma situation aussi. Donc ça, pour moi, ça a été un gros élément. Et une fois que j'ai traité avec la méthode cette problématique-là, je me suis rendu compte que dans des moments où j'étais stressée, je pouvais encore avoir une respiration plus thoracique, donc respirer un peu plus haut et avoir la gorge qui se crispe légèrement, mais l'air ne se bloquait plus du tout. Et j'ai fait suffisamment de yoga pour pouvoir remarquer ces différences de respiration et au niveau de la gorge. Et effectivement, à partir de là, tout doucement, mes nuits se sont améliorées. Donc ça, c'était, je pense, en janvier de l'année dernière, donc il y a presque un an maintenant. Depuis lors, progressivement, ma qualité de sommeil s'améliore. Bon, il y a d'autres éléments, hein. Le sommeil, ça regroupe pas mal de sources possibles, de problèmes. Mais en tout cas, oui, clairement, à partir de ce moment-là, mes nuits ont commencé à être reposantes. J'ai dû moins souvent m'arrêter pour faire des siestes en journée. Et j'ai pu progressivement récupérer ma santé. Donc ça, c'est un exemple de choses qui n'est pas évidente à repérer. Et heureusement que j'avais une copine qui avait un bon flair et qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à trouver derrière cette thématique-là.
Après, si je vous prends d'autres exemples un peu plus communs, c'est par exemple quand vous avez au moins un de vos parents qui aurait voulu avoir un enfant de l'autre sexe, de l'autre genre. Donc c'est quelque chose qui paraît anodin, on entend beaucoup dans les conversations familiales, et alors vous préféreriez quoi, un garçon, une fille, mais c'est pas du tout anodin. Donc si vous faites partie des gens qui n'ont pas connu, dont les parents n'ont pas connu le sexe avant la naissance, ça va plutôt être un traumatisme du jour de la naissance, mais pour tous les autres, ça va être un traumatisme qui s'est déjà produit dans la période de la grossesse, parce que l'enfant enregistre à partir de ce moment-là qu'il ne répond pas aux attentes en quelque sorte. Donc c'est surtout principalement le côté je suis une déception. Et donc ces personnes-là peuvent traîner ça toute leur vie après, et notamment en compensation, il peut y avoir aussi ce côté, comme j'ai déplu dès la naissance, je vais toute ma vie chercher à plaire et à compenser, que ce soit dans la vie amoureuse ou dans la vie professionnelle. Ça peut donner toute une série de dérives à l'âge adulte qui sont quand même importantes. Et ça arrive plus régulièrement, beaucoup plus régulièrement que ce qu'on croit. D'autant plus que du point de vue archétypal, on est censé aussi avoir un garçon comme premier enfant pour défendre la tribu. Et donc même si vos parents n'ont peut-être pas consciemment pensé à une préférence entre garçon et fille, pour peu que vous soyez une fille qui n'ait pas eu de frère aîné, première fille ou deuxième fille, mais à partir du moment où il n'y a pas de frère aîné, vous êtes de toute manière potentiellement, très probablement porteur de ça aussi. Donc ça, c'est quand même un élément qui est peut-être un peu plus facile à repérer, mais pas toujours. C'est vraiment cette différence entre j'aurais voulu une fille, j'aurais voulu un garçon. Sachant que des fois, ça peut être aussi verbalisé pour des raisons quelque part justifiées. C'est-à-dire, je me souviens d'un cas d'une personne qui m'a dit « Oui, en fait, moi, ma mère, elle m'avait dit j'aurais préféré que tu sois un garçon parce que la vie est plus simple pour les garçons. » Donc ça ne part même pas forcément d'une mauvaise intention. Mais tout ça peut être amplifié à partir du moment où en plus c'est connu par l'enfant et que ça lui a été répété pendant l'enfance. Après, un peu dans le même ordre d'idées, on a aussi la notion d'enfant qui n'était pas attendu. Ça arrive quand même très régulièrement, un enfant qui est arrivé trop tôt. Alors dans certains cas, c'est pas grave, l'enfant il arrive trop tôt, mais c'est du pain béni, il n'y a pas de souci, tout le monde l'accueille. Mais il y a des fois où quand même ça complique fortement la vie de la personne, ça peut générer beaucoup de stress, et donc l'enfant peut avoir l'impression, il peut développer par exemple un mécanisme de je vais essayer de rester discret tout le temps, de pas faire trop de bruit parce que j'étais pas censée être là. Ou alors ça va être un peu la situation intermédiaire qui est quelque part, la situation n'a pas été mal prise, mais comme elle a quand même bousculé le quotidien, bah, j'hérite par exemple c'est pas que je me sens pas aimée, mais j'ai l'impression un peu de déranger régulièrement. En tout cas, je me sens pas bien quand je suis dans des situations dans lesquelles je dérange. Donc tout ça sont des cas que j'ai déjà rencontrés, hein. Je ne donne pas d'exemple théorique ici. Donc ça sont vraiment des exemples très courants. Après, on a aussi un gros ensemble qui est peut-être encore moins connu. Souvent, on regroupe ça sous l'appellation le syndrome du jumeau perdu. C'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de grossesses qui, en fait, à l'origine, comportaient deux enfants, et il n'y en a qu'un seul qui arrive à terme. Mais le développement de l'autre jumeau disparaît tellement tôt qu'en fait, personne n'en a conscience dans les examens médicaux. C'est souvent directement pendant le premier trimestre. En plus, pour peu que la personne soit âgée aujourd'hui, des échographies, on n'en faisait pas forcément aussi souvent ou aussitôt dans la grossesse que maintenant. On repérait peut-être pas toujours les grossesses aussitôt non plus. Donc on se retrouve avec des personnes moi j'ai déjà eu un cas d'une personne qui se sent coupable d'avoir survécu, ça c'est un classique, coupable d'avoir survécu à son jumeau ou à sa jumelle. Ou sinon, ça peut aussi donner des personnes qui ont perdu très tôt un être très cher, et donc ça leur donne un espèce de sentiment de solitude, même bien entourées, ce sont des personnes qui se sentent seules quelque part, ou alors des personnes qui ont des problèmes d'attachement, qui vont vite avoir peur de se sentir abandonnées, ou qui vont rechercher très vite une âme sœur, rentrer dans ces concepts de j'ai mon autre polarité qui m'attend quelque part. Donc ça c'est quelque chose qui pour les cas que moi j'ai rencontrés jusqu'ici, n'étaient pas connus ni de l'enfant qui a survécu, ni des parents. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué, et dans certains cas, j'en connais certains qui ont été réinterrogés, les parents, une personne en particulier qui a été réinterrogée, sa mère après coup, qui pensait être au courant de tout ce qui s'était passé, et en fait elle s'est rendue compte qu'effectivement il y avait une hémorragie qui était arrivée dans cette période-là, et que la mère n'avait jamais pensé à l'évoquer à sa fille.
Donc voilà, ici ça donne quand même déjà quelques gros ensembles, mais ce sont des thématiques qui sont beaucoup plus lourdes que ce qui n'y paraît. Comme c'est quelque chose qui est là avant l'âge de nos premiers souvenirs, nous on n'en a pas conscience, mais quelque part par rapport au traumatisme d'enfance, parfois ça pèse encore plus lourd parce que c'est installé depuis un peu plus longtemps. Par rapport à des traumatismes d'enfance qui datent de la période des premiers souvenirs et qui sont liés à notre développement, qu'on peut percevoir ou dont on peut comprendre plus facilement les liens de cause à effet de façon consciente. Et puis bien sûr, voilà, c'est pas une liste exhaustive, mais ici je voulais lister un peu tous les cas que j'ai déjà rencontrés. Il y a aussi des cas un peu plus choquants. Ceux-là sont peut-être un peu plus évidents, mais il y a parfois de la gêne, de la honte. S'il y a quelqu'un qui est tombé dans les escaliers, par exemple, ça a pu traumatiser l'enfant, mais la mère aura peut-être jamais osé le dire à personne. Ou j'avais rencontré un cas aussi comme ça d'une personne qui était dans une phase qui se sentait vraiment pas bien, en mode je ne vaux rien. Et c'était peut-être pas exactement ces mots-là, mais en tout cas c'était quelqu'un qui, on s'est rendu compte en retraçant l'histoire, qui pendant la grossesse de sa mère s'était retrouvé dans une situation où sa mère a été agressée. C'est pas clair jusqu'où c'est allé, mais en tout cas, sa mère s'est sentie coupable d'avoir eu un comportement, un peu le cliché de j'avais peut-être une jupe trop courte ou quelque chose comme ça, et qui derrière s'est fortement dévalorisé par rapport à ce qui était arrivé. Et comme ça s'est produit pendant la grossesse, ben, l'enfant en a hérité et à certains moments il retrouve des phases de spleen comme ça, des moments pendant lesquels il se sent vraiment pas bien, il a l'impression qu'il ne vaut rien, qu'il n'a pas de valeur, qu'il n'a pas d'intérêt et ce genre de choses. Donc voilà, pour les exemples que moi j'ai pu rencontrer, je pense avoir déjà bien brossé le paysage. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Vous n'êtes pas obligé de cogiter et de vous imaginer maintenant que vous avez rencontré tous ces cas de figure. Mais le but ici aussi, c'est d'ouvrir l'esprit des gens par rapport au fait qu'il y a beaucoup de sources qui ne sont pas si éloignées que ça et qui ont énormément d'impact sur la vie adulte des personnes. Et donc si c'est le cas, que vous ayez conscience ou non des sources possibles, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Il existe beaucoup de méthodes aujourd'hui, dont la mienne, qui permettent non seulement de retrouver ces informations-là, mais de s'en libérer juste derrière et d'avoir des avant-après dans la vie qui sont quand même assez impressionnants et qui redonnent de l'espoir comme ça à chaque personne qui se guérit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments utiles. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas à recommander ces vidéos aux personnes que ça pourrait aider. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette série de vidéos.